Bonjour et bienvenue au FRAC Normandie-Rouen. Nous sommes donc en direct au sein même donc de notre exposition qui s'intitule « Deux scénarios pour une collection » et qui présente l'ensemble des dernières acquisitions du FRAC. Pour être plus précise, les acquisitions de 2018, 2019 et 2020. Et nous avons rendez-vous aujourd'hui dans le cadre des WIFRAC 2021, qui est donc une manifestation nationale qui regroupe l'ensemble des FRAC, qui se mobilisent le temps d'un week-end pour proposer une multitude d'événements divers et variés. C'est donc dans ce cadre que nous avons choisi d'inviter la romancière Marie Nimier, que je remercie infiniment d'être présente aujourd'hui et d'avoir répondu à notre invitation. Marie Nimier, alors s'il faut vous présenter brièvement pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, donc vous êtes romancière, vous avez écrit plus de 16 romans aujourd'hui aux éditions Gallimard, vous avez obtenu de nombreux prix dont le prix Médicis en 2004 avec La Reine du Silence. Vous écrivez des fictions radiophoniques pour France Culture, vous écrivez pour la littérature jeunesse, vous écrivez pour le théâtre, et j'en oublie certainement, des textes de chansons également, pour aussi des artistes très très divers. Bref, on ne vous arrête pas. Et vous avez donc sorti un livre récemment, en 2020, Le Palais des Orties, voilà, qui est votre dernière parution, toujours chez Gallimard. Et nous sommes donc très contents de vous accueillir aujourd'hui. Vous avez donc répondu positivement à notre invitation, qui consiste à poser un regard donc, sur les œuvres de notre collection. Et l'invitation était très ouverte quant au format, et vous nous avez donc concocté quelque chose. Au départ, alors lorsqu'on vous a fait cette invitation, nous étions dans la perspective de pouvoir créer un événement face au public dans notre espace d'exposition. Évidemment, les choses ont été un peu plus compliquées, mais vous avez accepté bien volontiers d'adapter votre proposition. Et assez rapidement, vous vous êtes orienté vers une œuvre vidéo, donc la vidéo de l'artiste Estefania Penafiel-Loaiza, qui s'intitule « De l'incertitude ». Excusez-moi, j'ai un trou. De l'incertitude qui vient des rêves. Voilà. Et qui a donc retenu plus particulièrement votre attention. Donc l'artiste d'ailleurs que je tiens beaucoup à remercier dès à présent d'avoir aussi accepté d'une certaine manière de prêter son œuvre pour cette expérience, et qui nous retrouvera tout à l'heure à l'issue de la deuxième projection et avec qui on pourra échanger. Elle est actuellement en direct à la Villa Médicis à Rome. Voilà, donc elle nous fera le plaisir d'être avec nous tout à l'heure. Et je vous laisse la parole. Donc j'ai posé mon regard sur un regard. De tous les romans que j'ai écrits, je pense que celui qui est le plus proche de cette œuvre, ça s'intitule Photo-photo. Elle a le regard sur le regard, le double, photo-photo, le regard, l'œil dans l'œil, enfin, toute la question du double. Et j'ai donc choisi, en premier lieu, de lire un texte en voix off sur cette vidéo que vous allez découvrir, qui est un peu inspiré de ce roman, la photo-photo. Après, il y aura encore 2 autres tentatives. Donc l'idée était de prendre la même vidéo et d'y ajouter à chaque fois des récits différents. Je suis restée vraiment dans ce que je fais d'habitude, c'est-à-dire écrire de la fiction. J'ai pas changé de style parce que j'allais parler d'une artiste ou d'une vidéo. Au contraire, je me suis vraiment mise là où je suis. Et pour que ce soit, pour qu'il y ait peut-être quelquefois un peu de frottement, j'ai pas essayé d'aller plus vers un langage poétique peut-être, ou comme ça un peu évaporé, qui était tentant, mais non, j'ai essayé vraiment de me raccrocher à ce que je fais, c'est-à-dire raconter des histoires. Donc le premier texte, on va d'abord faire ce texte, après peut-être on pourra discuter un peu, un deuxième texte, et ensuite on ira rencontrer Estefania pour voir ce qu'elle a à dire de ses récits, et ensuite il y aura un troisième texte, assez différent, plutôt plus léger peut-être, voilà, pour clore la rencontre.
L'écrivain Jean Tardieu racontait qu'un jour, se rasant devant la glace de la salle de bain, s'était soudain demandé qui était cet étranger qu'il regardait. Il n'avait pas reconnu son propre visage. Il devait avoir 16 ou 17 ans. Ensuite, c'est le langage lui-même qui s'était échappé. Les phrases les plus courantes, il n'arrivait plus à les comprendre, comme quand on prononce 20 fois le même mot et que sa signification s'évanouit. Dans mon enfance et autour d'un dessin, s'est jouée la même question. La question de la ressemblance, de la reconnaissance et de son double, la disparition. L'année dernière, en rangeant ma bibliothèque, j'ai retrouvé ce dessin. Un dessin d'enfant, c'est-à-dire fait par un enfant et figurant un enfant. Une petite fille, plus précisément. Elle a les cheveux gris. Voilà ce qui frappe au premier abord. Ses cheveux lisses et vigoureux qui fusent de chaque côté de sa tête comme les chaînes en métal des manèges d'autrefois. Des cils d'un même crayon forment 2 petits soleils autour de ses yeux. Sa robe, à rayures, s'évasant largement à la base, remonte vers le haut. Ses mains ont bien 5 doigts, même si elles donnent l'impression d'en avoir plus. Il faut recompter chaque fois. Ses bras sont largement ouverts, ses pieds posés sur la pointe. On dirait qu'elle va plonger, non? Basculer dans le vide. Pourtant, le sol est là, colorié en marron. Les lèvres, fines, très fines, avec des coins qui rebiquent dans un mouvement parallèle à celui de la robe, comme s'il voulait se raccrocher aux yeux pour ne pas tomber, car sous la bouche, il n'y a rien. Rien entre la lèvre inférieure et le col en V de la robe. Le menton? Pas de menton. Pas de crâne pour enraciner les cheveux, rien pour tenir les oreilles qui se perdent à leur tour dans le blanc de la page, car si tout est bien représenté jusqu'aux narines marquées par 2 fentes dans la patate du nez, le contour de la tête est absent. Tout flotte. Tout est suspendu, en équilibre précaire. La sensation est étrange. Non, pas étrange. La sensation est paradoxale. Cette fille aux cheveux gris a l'air parfaitement heureuse malgré son indétermination. Peut-être trop heureuse, son sourire trop fendu, comme écarquillé. Est-ce qu'on peut dire cela? Un sourire écarquillé. La lumière est écrasante. Impression de malaise à y regarder mieux. Plus que jamais, ce dessin porte un souvenir enfoui. Quelque chose comme cette fille. Cette fille. Cette fille, rien ne la protège. Le souvenir est net, ce visage en apesanteur, ce petit corps offert, c'est moi qui l'ai dessiné. Quel âge pouvais-je avoir? 8 ans, un peu moins. Je me souviens de l'instant précis où j'ai décidé de ne pas tracer la ligne qui aurait dû entourer le visage de mon personnage. Je ne l'ai pas tracée car soudain, il m'est apparu qu'elle était inutile. Et non seulement cette ligne ne servait à rien, mais elle était fausse. Il s'agissait d'un mensonge, comme les bébés dans les choux, la preuve. Je touche ma tête. Il n'y a pas de trait autour, juste de la peau qui continue. Le trait étrique le visage. Il le tient en prison, l'empêche de respirer. Il fait croire à un monde plat,
fini, sans grâce ni profondeur. J'ai l'impression d'avoir compris quelque chose d'important, d'entrer dans un autre âge, une autre dimension. Je baisse les paupières et parcours encore la surface de mes joues, le creux de mes yeux, la courbure des mâchoires. Je me cache, j'ai peur que quelqu'un me surprenne en train de passer en revue le chaud, le froid, le mouillé. Et ce dessin de la petite fille, il raconte tout ça, le doux, le creux, le chaud, le froid, le mouillé. Il raconte aussi, même si je n'en ai pas encore conscience, la peur. La peur du trait qui sépare. Ce trait sur le poignet, perpendiculaire aux veines. Ce souvenir poignant des draps couverts de sang, il trempe dans la baignoire, le rouge se dilue, ma mère au téléphone raconte et raconte encore que son mari a voulu l'étrangler, que son mari ceci, que son mari cela, que son mari, pour se faire pardonner, s'est coupé les veines, parce qu'il avait honte de ce qu'il avait fait, mais son mari, c'est mon père, mon papa. Une pupille. Des pupilles. C'est quoi ce mot? En rentrant de l'hôpital, mon papa m'offre une poupée qui dit maman quand on la touche, comme dans la chanson. Eh ben moi, je la touche pas. Je la toucherai pas. C'est en pensant à elle que je dessine la petite fille sans traits autour du visage. Parce que les traits, je le sais à présent, c'est dangereux, très dangereux. Il y a quelques semaines, j'ai montré ce dessin à Frédérica, une amie qui anime des ateliers de peinture pour enfants en difficulté. Sans rien lui raconter à son sujet, je lui demande ce qu'elle y voit. Frédérica l'examine avec soin. Tout est là, conclut-elle enfin, il suffit d'ouvrir les yeux. Mais encore, on peut entrer dans cette fille, il n'y a pas de cadre pour la protéger, pas de contour, pas d'entourage. Elle ajoute en fronçant les sourcils. Comment ça tient tout ça? Comment ça supporte les yeux, la bouche, les narines? Comment ça arrive à tenir ensemble? Je n'ai jamais rien vu de pareil. Et ces épines enfoncées en bordure de paupières. C'est de ne pas comprendre qui est douloureux, mais le contraire peut se dire aussi. Je sens ma gorge se serrer, encore un peu, et je vais pleurer. Et je pleure, tout en restant très calme, comme si ces larmes appartenaient à quelqu'un d'autre, à cet autre que Jean Tardieu avait découvert un jour dans la glace. Je dis à Frédérica que ce n'est rien, qu'il ne faut pas faire attention. Mais ce n'est pas rien. Tu ne t'es jamais vraiment remise de ce dessin, murmure-t-elle. Frédérica a visé juste. Ça ne peut pas tenir. Ça ne tient plus. Mes traits vont s'éparpiller. Ma bouche s'affaisser. Mes yeux roulés sur mes joues. Frédérica me prend dans ses bras. Un gros paquet chaud qu'elle serre contre sa poitrine. Alors, tout retrouve peu à peu sa place. Le dessin posé tranquillement sur la table et ma peau servant de frontière. Ma peau en guise de trait d'union entre le double et sa disparition. Excusez-moi. Merci Marie pour ce très beau texte qui accompagne la vidéo, qui est une vidéo extrêmement fascinante, poignante, et qui crée un parallèle tout à fait inattendu, autre qu'une analyse d'historien ou d'historien de l'art, mais qui est quasiment un regard plastique, je dirais esthétique et plastique, sur une vidéo aussi,
deux images mentales qui émergent à travers votre texte, qui convoquent comme ça cette projection de ce dessin de cette fille, et puis ce regard. Et je voulais savoir justement, puisque dans l'accrochage, la question du regard, et notamment du regard au féminin, domine dans l'accrochage, pourquoi cette vidéo de Stefania Pagnafiel-Aeza particulièrement avait retenu votre attention? Alors, ça va paraître un peu paradoxal, mais en fait, c'est une vidéo que je ne peux pas regarder. En fait, c'était la seule vidéo des vidéos que vous présentez dans cette expo que je ne pouvais pas regarder, que je n'ai pas pu regarder, parce qu'elle présente quelque chose qui me... Et voilà, j'ai même pas de mots, quoi, les mots s'arrêtent. En même temps, c'était une façon de... Du coup, je me suis dit, bon ben voilà, là, il y a quelque chose de très fort et j'ai envie d'apprivoiser mon regard. En fait, je ne peux pas regarder ce que regarde cet œil, plutôt ça. J'ai une phobie, quoi, de cette image, j'ai une phobie des lames de rasoir en général et de cette image en particulier, qui m'a particulièrement choquée quand je l'ai vue la première fois, du film Le Chien andalou. Et donc, ce regard paisible, tranquille, qui regarde cette chose insupportable, c'est cette tension, c'est cette torsion, quoi, qui m'a passionnée dans ce travail de Stefania et que j'ai trouvé très, très puissant. Et en plus, il y a un son très fort aussi, qui est fait de choses. Là, l'ingénieur du son, tout à l'heure, on était en train de faire les essais son et tout ça, et il disait, mais alors là, je ne comprends pas, il y a un truc, là, il y a une interférence. C'était en fait le son de la vidéo. Il y a quelque chose de l'ordre de l'interférence du son aussi qui est très important. Et Stefania nous avait dit, m'avait dit que c'était possible d'enlever le son si je voulais, mais surtout pas. Je trouve qu'il fait complètement, pour moi, partie de l'image. Et c'est rare de voir à ce point, pour moi, je sais pas, un son qui m'émeut aussi à ce point en accord avec cette image. J'ai aussi, par rapport au son, j'ai un rêve comme ça récurrent qui est très très fort de mon enfance, depuis mon enfance. Et c'est c'est cette idée de contre-courant. Et c'est l'idée d'une... c'est difficile à décrire, mais enfin, c'est un tourne-disque avec un saphir, donc, et le disque tourne à l'envers, et ça faisait comme ça, et c'est insupportable, c'est un cauchemar. Quelque chose de l'ordre d'une violence inouïe, quoi. Donc, je ne vais pas faire d'analyse psychanalytique, mais on est vraiment, comme dans le texte et comme dans la vidéo, autour de sujets probablement très féminins et qui concernent la violence, beaucoup, mais aussi cette histoire d'apprivoiser ça. Et bon, ça c'est peut-être pas tellement présent dans ce texte, quoique le dessin est une façon, et l'art en général est une façon d'apprivoiser les angoisses aussi, et de réveiller la beauté des choses les plus dures. Exactement, comme un dessin qui dessine l'inconscient, comme vous dessinez avec vos mots, et Stefania dessine aussi avec sa vidéo, et ce son qui est un son comme un son d'une décharge électrique, quasiment, comme un appareillage médical. Enfin, chacun, effectivement, oui, doit laisser son interprétation. Et nous allons enchaîner avec... je m'en mêle avec... la vidéo. Donc là, la deuxième, c'est un texte que je me suis inspirée d'une série de performances que j'avais fait avec Karel Prugnot sur le thème de Blanche-Neige. Donc il me semblait que dans cette vidéo, il y avait quelque chose, je sais pas pourquoi quelque chose m'a fait penser à Blanche-Neige. Vous allez peut-être l'entendre dans le texte. Alors ça a été un peu difficile à écrire ce texte. Il y a des moments où je suis pas encore tout à fait contente de moi, mais voilà, je vous le donne comme il est maintenant. Merci pour ce second texte. Cette douleur, s'il n'y avait pas cette douleur, c'est le désir qui m'étouffe, pas le manque d'air, c'est la chair qui gémit, c'est la pomme coincée qui me brûle la gorge. Oui, le vrai, c'est que ça fait mal, si mal. La nuit comme des lames de rasoir dans l'œsophage, et du dehors, rien ne se voit. Se calmer, respirer, ça va commencer. Commence. Je m'appelle Blanche-Neige,
Je suis née d'un regard magique lancé par la fenêtre d'un château, mon château. J'aimerais tant, disait ma mère, avoir une petite fille au teint blanc comme la neige, avec des lèvres rouges comme le sang et des cheveux noirs comme du bois d'ébène. Je suis née, elle est morte. Morte en donnant la vie, ma vie, et me voilà enfermée dans un cercueil de verre, moi, cercueil de ma mère, car je ne l'ai pas remplacée, non, ce serait trop facile, il faut voir les choses en face. Je l'ai absorbée, phagocytée. Elle est là, son regard me précède. Respirez, respirez. Une petite pomme, ma néneige, une petite pomme bien rouge. Petite pomme mon cul, oui. Hashtag marâtre, abominable marâtre, minable, extrêmement minable et dangereuse et tenace. La ténacité de la marâtre, ça dépasse l'entendement. Ma vengeance, se dit Blanche-Neige, sera à la hauteur de sa jalousie. Cette blancheur qui me colle à la peau recouvre des pensées bien sombres. Je l'attacherai devant son miroir et je l'obligerai à regarder des choses insoutenables qui passeront en boucle. Quand sa vue déclinera, je lui paierai des lunettes, c'est tout ce qu'elle mérite, un chiffon dans la bouche et les paupières scotchées. Ou alors, j'enroulerai autour de sa tête un film de cellophane en plaquant bien sur les paupières, qu'elle ne puisse pas fermer les yeux, ce sera sa punition. Un film étirable, il faudra que je pense à m'en procurer. Je note, j'oublie tout. Film de cellophane, lunettes, quoi encore? Respirez, respirez. Reprendre l'histoire, recommencer plus doucement. Je m'appelle Blanche-Neige. Je marche dans un rêve qui n'est pas le mien. Le rêve de 2 frères et de bien d'autres avant qui racontaient le soir mon histoire aux enfants. Et me voilà exposée en haut de la colline. Tout le monde vient m'admirer. Je suis bien tranquille. Je m'ennuie un peu, mais bien tranquillement. Une jeune fille passe devant mon cercueil. Elle me regarde avec ses yeux doux, ce regard insupportable, tellement plein d'amour. Mais réveille-toi, ma fille, révolte-toi. Je le déteste, ce regard de victime, il me fait mal. Il me fait penser au conte du petit chaperon rouge. Tu lui ouvres le ventre au loup, avec un couteau pour récupérer la grand-mère, et la grand-mère est là, pas mâchée, pas abîmée, tout juste un peu décoiffée. Il me fait penser à la petite sirène qui échange sa voix, sa queue, et puis quoi encore, ses cheveux, contre des jambes de femme. Nulle danseuse n'a sa légèreté, mais à chaque pas, c'est comme si elle marchait sur un couteau effilé qui fait couler son sang. La nuit, je les entends. Les sirènes, les loups, les grincements. Et puis un jour, là, il faudrait une musique, quelque chose de bien con, là. Vous pouvez m'envoyer ça, quelque chose de bien con, un truc triomphal, quoi, à la fois triomphal et langoureux. Un jour, le prince arrive, le cheval blanc et tout le bazar. Pour le voyage de noces, il m'emmène à Venise. Dans un musée, là-bas, il y a une vache, comme moi, exposée. Si, je n'invente rien. Une vache coupée dans le sens de la longueur, dans un palais à Venise. On passe à l'intérieur de la vache, de quoi se sentir mal, a priori, ou avoir la nausée, de quoi crier au scandale. Mais quand on se retrouve dans l'animal, quand on observe le cœur de la vache, les veines de la vache, la panse de la vache, on trouve que c'est beau, miraculeux, un chef-d'œuvre, enfin en tout cas un chef-d'œuvre de la nature. Bon, le prince, il n'est pas d'accord, on s'engueule, il se tire, fin de la musique. En sortant du palais, je fais les boutiques. Collé sur une vitrine, il y a cette phrase-là en grand, en lettres assassines, de grandes lettres rouges, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Et le pire, c'est que c'est la chose la plus naturelle au monde. Tout doit disparaître. Ça m'a fichu un coup. J'ai repensé au prince et au chasseur
J'ai compté pour me calmer, compter mes pas, compter les battements de mon cœur, compter les années qui passent, qui nous séparent de la mort, qui nous séparent de l'épisode du cordon, qui nous séparent tout court, les années qui nous séparent, les années qui nous font et qui nous séparent. Ne pas laisser prise à l'horreur, ne pas laisser prise à la mélancolie. Les chiens peuvent aboyer, qu'ils aboient. Moi, je vois les choses autrement. J'efface tout, une fois de plus. Je reviens en arrière. Ne partez pas, écoutez-moi. Laissez-moi finir, je vais vous raconter quelque chose d'agréable. Une bonne nouvelle. Ne partez pas. Si l'on considère que la minute avant de mourir, disons la minute ou les quelques minutes, celles pendant lesquelles traditionnellement tout défile, si l'on considère qu'elles sont éternelles, alors là, ce n'est plus du tout la même chose. L'infini est à la portée de tous, de nous tous. Un infini non pas après, mais juste, tout juste, avant le dernier clignement de cils. Entre le moment où la vie te lâche et la mort te prend. Elle frappe la femme en noir, la crochue, me tend la pomme. J'hésite, enfin je fais semblant d'hésiter, je croque la pomme, et le temps que le poison agisse, toute ma vie qui revient en vrac. Une minute, une petite minute, 60 secondes étirables à merci. Une faille spatio-temporelle comme dans les vieux films d'anticipation, où seul le futur et le passé peuvent raconter le présent. Le temps d'un constat, le temps d'un bâillement, le temps d'un pas sur la jetée. Alors, s'engage une conversation sans fin, comme seuls les rêves savent en tenir. Et c'est grand et calme et c'est chaud. Ça coule comme coulerait de l'eau. Ça monte et redescend parfois en pente douce, comme il se doit. C'est vallonner l'éternité. Ça se tient juste avant la mort. Un précaré, une avancée, une trouée dans le décor. Ça dure longtemps, mais c'est avant. Faut pas croire à ce qu'il raconte. Tout se joue avant le décompte. Gardons les yeux ouverts. Merci. Je vous vois regarder sur mon écran, mais oui, il y a d'autres trucs marqués. Je lis pas tout ce qui est écrit et puis j'en rajoute aussi parce que normalement on est en direct. Quoi. Il y a des gens, je les regarde, ben non, là, il y a je des les imagine retours, quand mais même. oui, Donc, oui. bon, voilà. Nous sommes malgré tout en direct et nous découvrons en même temps que tout le monde les textes. Je tiens à le préciser, donc il faut le temps aussi de les de les absorber, de les accueillir. Eh bien, je dirais que c'est le moment aussi d'ailleurs d'accueillir peut-être Estéphania, qui normalement devrait pouvoir se connecter et nous rejoindre dans cet espace virtuel. Hello. Bonjour. Bonjour Marie. Bonjour. Donc vous êtes artiste d'origine équatorienne. Vous avez débuté aux études d'art plastique que vous avez poursuivi en France à l'École nationale supérieure des beaux-arts de Paris, puis à Lyon. Vous participez à de nombreuses expositions collectives en France et à l'étranger. Vous réalisez aussi beaucoup d'expositions personnelles, dont celle justement intitulée « De l'incertitude qui vient des rêves », qui a eu lieu en 2018 à la galerie Alain Guittarc. On peut citer aussi entre autres À rebours, qui a eu lieu au FRAC Franche-Comté en 2016, Fragments liminaires en 2015 au Centre photographique d'Île-de-France, La visibilité est un piège en 2012 à Jérusalem et bien d'autres encore. Vous travaillez non pas uniquement avec la vidéo, vous utilisez de différents supports, également la photographie, l'installation, vous faites également des performances. Et votre travail est traversé par les questions justement liées au regard, à la perception, la visibilité, l'invisibilité. La trace, la mémoire sont aussi des sujets qui vous intéressent et qui parfois sont investis dans leur dimension sociale ou politique. Voilà pour une petite présentation brève. Ce que l'on peut dire aussi, c'est que vous participez régulièrement à des résidences, puisque vous êtes actuellement justement en résidence à la Villa Médicis.
Et je crois savoir que justement, la vidéo dont il est question aujourd'hui a été réalisée dans le cadre d'une résidence. Mais vous allez peut-être justement nous en parler un peu plus précisément. Voilà, je vous laisse la parole. Mais je vais d'abord remercier Julie, Véronique et surtout Marie aussi pour ces travaux qui m'a beaucoup touchée, pour tous ces textes. Vous m'écoutez? Oui. Ouais, mais c'est menu, la voix, elle est menu. Ah, ma voix, elle est venue. C'est mis au maximum. Ah, ok. Ouais. Mais c'est pas grave, hurle un peu. Stefania, hurla, chica. Grita. Et je vais parler un peu plus fort. Bon, merci. Donc, merci beaucoup. Non, merci beaucoup vraiment pour ces textes, parce que quand j'ai entendu ces textes, il y avait plein des mots, tout un vocabulaire qui fait écho et je pense aussi à mon travail, tout un vocabulaire des mots et des sensations qui se trouvent dans mon travail, et même bon personnellement. Et si c'est drôle parce que j'ai écouté un peu tous les récits que Marie lisait, et je pensais comme si c'était des pensées qui étaient à l'intérieur de la tête de ce personnage, comme s'ils sortaient aussi de la tête comme des pensées qui étaient en train de maquiner à l'intérieur. Et en même temps, l'histoire de cette vidéo, que peut-être Marie ne connaît pas trop précisément, mais j'étais invitée il y a quelques années au 3 bis F, que c'est le nom d'un centre d'art et qui existe depuis au début des années 80, à l'intérieur du centre hospitalier, du centre psychiatrique d'hôpital des jours, en fait, de Montperrin. Et donc, les 3 bis F, c'est le nom de ces centres d'art, ça prend les 3 bis F parce que c'était les 3 bis femmes. Et c'était le pavillon où se trouvaient les femmes qui avaient un terme de patientes femmes et qui restaient là tous les jours quand c'était pas un hôpital de jour à ce moment-là. Donc les lieux, ces centres d'art qu'il est vraiment au cœur de cet hôpital, il est assez particulier. Et quand je t'ai invitée pour la résidence, j'ai travaillé très in situ, ça veut dire mon expérience, elle ne pouvait pas être détachée de la vie et de ces lieux-là, parce qu'il y avait des infirmiers, il y avait des patients, et on ne pouvait pas reconnaître non plus, parce que c'est un hôpital de jour, qui était qui, ça veut dire. Et ça, c'était vraiment mon expérience, une de mes résidences les plus fortes et émouvantes, parce que j'ai passé avec tous ces gens tous les jours. Et donc, j'ai voulu, cette vidéo, il est surgi tout naturellement. Et j'ai demandé, en fait, les personnages, ça, je ne les dis pas dans le sens que c'est pas trop important de les savoir, mais je pense que pour les récits que Marie a fait et que ça m'a touchée, en question, quand tu parlais pardon, je t'ai tutoie, des rassemblances, des doubles aussi. C'est ma sœur, hein. L'œil, c'est l'œil de ma petite sœur. C'est l'œil de ma petite sœur Angélica, et qui s'est apprêtée à cet exercice un peu peut-être dur de regarder cette image pendant longtemps. Et cette vidéo, je l'ai mis dans la cellule qui était au pavillon. Le lieu, il est très chargé d'histoire. C'est pas des murs blancs. Il a toutes les sols de ces lieux d'exposition. Il a les marques, par exemple, des lits qui étaient mis avec du béton sur les sols. Il y a aussi des cellules où il y a une petite porte à travers, avec une petite fenêtre, que c'était les lieux de la fenêtre, disons, de vigilance aux patients qui étaient enfermés dans cette petite cellule. Et moi, ça m'a paru évident de le mettre là. Donc, je sais que c'était peut-être un peu dur, mais c'était un œil qui, en même temps, ouvre un regard aussi à quelque chose. Et paradoxalement, l'image qui se répète constamment, c'est un geste qui ouvre, on regarde,
en même temps qu'il la ferme. C'est un paradoxe. Et bon, je voulais dire ça, bon, dans ces contextes particuliers où ça touche. Et les sons aussi, les basses et les ultra basses sont des sons qui travaillent un peu à l'intérieur de nous. Et il y a aussi comme cette coupure d'électricité qui vient déclencher quelque chose. Et donc, voilà, peut-être, je ne sais pas, Marie, tu veux dire quelque chose, mais dans les battements des cils, en fait, dans la réalisation même de la vidéo, ça veut dire dans les sons, dans les montages, dans l'exposition même de cette image à l'œil, j'ai trouvé que dans beaucoup de concordances, avec plein des mots que tu as dit aussi, comme par exemple un rythme, une respiration presque comme une respiration aussi du regard, de l'œil aussi, presque un battement. Et tous ceux qui ça peut déclencher, je suis vraiment très touchée parce que c'est voir aussi un travail qui peut se transformer et avec, comme j'avais envie de mettre ta voix off comme presque pour la vidéo, ça donne, voilà, ça transforme tellement et juste avec, voilà, avec d'autres mots que je pourrais continuer. Mais je ne sais pas, Marie, peut-être tu veux dire quelque chose. Ou vous voulez dire quelque chose. Oui, assez bouleversée, évidemment. Bon, c'est cette image de la coupure et donc aussi du battement, le battement et la coupure. Donc le battement cils, à chaque fois qu'on ferme la paupière, nous, notre ordinateur dans le cerveau réinitialise toutes les images. Donc à chaque fois qu'on ferme les paupières, à chaque fois, c'est comme une petite mort de l'image et une renaissance de l'image. Donc ça, je pense que c'est un peu théorique ce que je dis là, mais c'est tout à fait raconté dans la vidéo. J'ai voulu aussi donner ça dans le rythme des deux textes. Après, il y a aussi toutes les histoires autour de la lame, de la coupure, de la lame de rasoir, de l'insupportable. Je me demandais, enfin voilà, ça m'intéresserait de savoir ce film, quand tu l'as vu la première fois, voilà, est-ce que tu te souviens de cette image, de sa première fois, du chien andalou, je veux dire. Oui, je pense que c'est une image que c'est difficile d'oublier, qui reste vraiment, qui reste là, et ça m'a accompagnée beaucoup. En fait, j'ai fait d'autres pièces où je sais que cette image est là, travaille là, et qui a travaillé aussi dans mon inconscient, qui a travaillé à l'intérieur de ma tête. Mais c'était la première fois que j'utilisais ces fragments tels quels. Et c'est drôle parce qu'il a d'autres personnes aussi qui sont mal à regarder la vidéo. En fait, ils regardent la vidéo parce que ce fait pour s'approcher, il faut vouloir voir. Donc, la vidéo, c'est un grand œil et il faut s'approcher pour voir ce qu'il est reflété dans l'œil. Et quand les gens s'approchent et reconnaissent l'image du chien andalou, celles qui sont vues, les films, tout de suite, ils ferment les yeux. Et d'autres personnes, parce que ça m'est arrivé dans l'hôpital psychiatrique, là, qui connaissaient pas les films, qui n'ont pas toute cette culture peut-être cinématographique là, ou que c'est pas une image pour eux qui a marqué. Et ils s'approchent encore plus pour essayer de comprendre. Et c'est comme un ami, c'est un avim assez particulier. Mais moi, si, cette coupure, ça m'a beaucoup marqué. J'ai fait d'autres travaux, je sais qu'elle est là. Et l'œil, après, je ne sais pas si tu t'es rendu compte aussi, quand après la coupure, en fait, il y a une autre coupure, d'une certaine façon. Il a une lune qui apparaît avec des nuages, un reflet, qui passe. Et donc, c'est aussi cette image et les clignements d'œil de ma sœur, quand elle voyait cette image et clignoter, qui faisait un rythme, comme tu disais aussi, un montage en soi-même. Les clignements de l'œil, et là, ça fait de façon naturelle aussi un montage, comme cette coupure dans la vidéo. Oui, ça m'a fait penser aussi tout de suite à Chris Marker et à La Jetée.
avec sont donc des plans séquences, des photos, quoi. Non, pas des plans séquences, je sais pas, des photos. Et puis, il y a une des photos qui est animée, et c'est juste un œil qui bat. Ah. Et voilà, Chris Marker était assez présent à mon esprit quand j'ai écrit Photo, dont sont extraits des petits passages du premier texte du dessin de la petite fille sans trait. Et j'ai apporté une phrase de Chris Marker que j'aime bien, je trouve qui résonne bien. Rien ne distingue les souvenirs des autres moments de la vie. Ce n'est que bien plus tard qu'ils se font reconnaître à leurs cicatrices. Oh. C'est une belle phrase. Je te l'enverrai, si tu veux. Merci Marie, merci. Non, et les textes, bon, je sais pas, ça, tu me reviens aussi le D'accord, bah, je t'enverrai le texte aussi. Je crois qu'on doit, je vois les minutes passer, on doit se quitter. J'espère qu'on aura le plaisir de se rencontrer. Je ne sais pas si tu vis en France. Je vis en France. Je Ouais. vis là à Rome jusqu'à août et en septembre. J'essaierai des retours, un bref passage pour l'Équateur. J'essaierai un retour en France, à Paris. J'espère aussi avoir l'opportunité d'être. Ben, on se prendra un café. On se verra. Voilà. Et puis si tes images ou je sais pas, tes œuvres croisent un de mes textes encore une fois dans ma vie, ça serait un grand bonheur. Avec plaisir. J'aimerais beaucoup te raconter les projets lesquels j'ai travaillé ici à Rome. Je pense que voilà, que peut-être, j'aimerais bien que tu me dises ça aussi. D'accord. À très bientôt alors. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Merci beaucoup Marie encore. Merci beaucoup Stéphania. Ouais, c'est dur de se quitter comme ça. Hein, c'est rapide. Bon, mais pour conclure cette rencontre, et Stéphania, je vais lire encore un texte. Tu vas voir, c'est un peu moins dur que les autres. Ça s'ouvre, voilà, le premier c'était le plus intime, après on passait par les contes de fées, et puis là c'est une histoire d'adolescence autour de la coupure, toujours l'idée de la coupure. Et c'est un texte tiré d'un recueil autour de la danse qui s'appelle, le recueil s'appelle Vous dansez et a donné lieu à un spectacle qui a été chorégraphié par Dominique Boivin. Et c'est un texte qui s'appelle Les patins. Et juste peut-être pour préciser aux gens qui nous regardent que donc cet événement prendra fin à l'issue de cette lecture. Donc voilà, on peut vous dire au revoir d'ores et déjà et merci à tout le monde d'avoir participé. Merci. Merci, un grand merci Marie Némier pour cet événement WIFRAC assez exceptionnel et pour cet échange très intense. Merci. Elle s'appelle comment déjà? Je l'ai sur le bout de la langue. Un nom avec un tréma. Noël, oui, Noël. La fille de la caissière s'appelle Noël. C'est elle qui m'aide à lasser mes patins. Elle a des tatouages sur les bras, des piercings et porte une bague en argent autour du pouce. Ses gestes sont lents et précis. Ses yeux se ferment quand il faut serrer. Quand la chaussure emboîte étroitement le pied, elle tape 2 petits coups sur la lame avec sa bague. C'est le signe du départ vers la glace, le signe de la perfection. Elle sait tenir la cheville sans comprimer. Elle sait dire sans parler et voir sans regarder. J'aime bien Noël. Ou plutôt, j'aimerais bien lui ressembler. C'est son asile, la patinoire, son domaine, sa forteresse. Je la revois accoudée à la balustrade. Elle ne porte jamais ni bonnet ni écharpe, jamais ne se plaint du froid. C'est pour elle que je patine, pour attirer son regard, l'élargir, l'épater, comme on dit d'un nez qu'il était épaté. Je veux entrer dans son cœur par ses yeux et l'occuper tout entière. Je veux l'envahir. Je veux marcher comme elle, ne jamais avoir froid comme elle, et comme elle, taper 2 petits coups sur la lame
quand la chaussure emboîte étroitement le pied. Je n'ai pas la mémoire des noms, mais curieusement, j'ai toujours eu celle des figures. Pas des visages, non, des figures. La mémoire des enchaînements. Patiner, c'est travailler sa trace, disait notre prof. Travailler sa trace, comme on travaille une phrase avec ses pleins et ses déliés. On affûte les lames comme on taille un crayon. Tous les mercredis et tous les samedis, j'écrivais sur la glace d'interminables déclarations. Je gravais nos initiales suivies d'un cœur maladroit. C'était mon écorce à moi, ma feuille, l'écran sur lequel je projetais mes rêves. Les patins, disait ma grand-mère lorsque nous arrivions dans le couloir. Pas bonjour, pas bonsoir. Les patins. Nous mettions nos petits pieds sur les langues de feutre. Elles devenaient tout sucre. Nous allions l'embrasser, j'aimais son odeur de poudre. Elle est morte un jeudi. Nous avons fait le pont. Il y a des filles à la patinoire qui font le grand écart avec leurs jupettes. Le grand écart, l'intérieur des cuisses bien à plat sur la glace. C'est comme ce jour où je perds l'équilibre. Je tombe, je suis tombée, les autres tournent, j'ai peur des lames, je range mes mains, je replie mes doigts, j'avale mes épaules. La fille de la caissière vient à mon secours. Elle m'aide à sortir de la piste. Elle m'entraîne à l'infirmerie, une petite pièce au sous-sol couverte de miroirs. J'ai les lèvres sèches, la gorge sèche et les genoux mouillés. Il fait très sombre dans les couloirs. Mon regard se fixe sur le rectangle vert de la sortie de secours. Mes yeux s'habituent à l'obscurité et ma bouche à sa bouche. C'est la première fois que j'embrasse comme ça. Je n'ai jamais senti quelque chose d'aussi doux. Elle est heureuse. Elle me dit qu'elle est heureuse en passant sa main dans mes cheveux. Dans mon ventre, quelque chose se déchire. À la rentrée suivante, ma mère me propose de m'inscrire au conservatoire supérieur de danse. Elle s'attend à ce que je proteste, que j'insiste pour retourner à la patinoire. Elle a dû préparer tout un discours pour m'en dissuader, mais non. J'accueille sa proposition avec soulagement. Elle me délivre d'un désir trop grand pour mon âge. Je ne veux plus voir la fille de la caissière, ne plus y penser, l'oublier. L'année du conservatoire, j'ai mon premier appareil dentaire. Comme si le fer des patins m'était remonté dans la bouche. Un petit grillage pour me protéger du monde des grands. Un petit barbelé dont il faut tous les 3 mois resserrer les vis. Je n'avais rien jusque-là, ni lunettes, ni séance d'orthopsie, ni d'orthophoniste. Alors là, pareil, je trouve ça bien. Ça me fait quelque chose de particulier. Passer du patin à la danse, c'est pas aussi facile qu'on pourrait le croire. Au début, j'ai du mal avec le sol. J'ai l'impression qu'il est fini, l'impression d'avancer sur un élément d'un autre temps, du bois coupé, la peau tendue d'un animal. Et dessous, il y a la chair, comme dans les petits chaussons, des petits rats de l'opéra, si c'est vrai ce que l'on dit, qu'elles mettent des escalopes crues dans leurs pointes pour soulager leurs blessures, de la viande au bout des pieds, par-dessus la peau. Mais à force, j'ai appris, j'ai grandi, j'ai apprécié la souplesse du sol, sa fidélité. De mon corps aussi, j'ai fait connaissance, comme si jusque-là, je n'avais fait que tourner autour de lui à toute vitesse, sans jamais m'y poser vraiment.
Je souffle des bougies. J'ai 14 ans. Je découvre l'immobilité, le surplace, la verticalité. Je souffle des bougies. J'ai 15 ans, 16, j'ai 17 ans. Je continue la danse avec obstination. Je souffle des bougies. J'ai 18 ans. Et je découvre encore de nouveaux muscles, de nouvelles façons d'articuler les gestes et même de nouveaux gestes que je connais depuis toujours. Des gestes tout simples. Le geste « on verra bien », la paume vers le ciel. Le geste du silence, un doigt posé sur les lèvres. Le geste « à très bientôt ». Le geste pour couper le pain et enlever les miettes autour du bol le matin avec le plat de la main. Le geste qui écarte, celui qui rétrécit, celui qui vous échappe, le geste qui gesticule et celui qui s'ébauche quand on doute de soi. Et tout ça, c'est aussi de la danse. Même l'immobilité, c'est de la danse. Même le baiser de Noël, c'était de la danse. J'aimerais que tout se remette à tourner, que ça ne s'arrête jamais. L'idéal, ce serait de patiner sur des fers à repasser, pas de crissement, pas de questions, pas de racines, pas de crampons. Ça glisserait tout seul autour d'un axe invisible. Je retiendrais mon souffle et l'histoire s'effacerait, comme les rayures, les coupures, les plis, les rides, au passage de la réglette d'une ardoise magique.